Bienvenue dans Ponctuation, le magazine consacré au livre à la CRTV. La question de l'emploi est une préoccupation majeure au Cameroun. Nombre de publications en dessinent à la fois l'ampleur et des pistes de solutions, évitant le piège de la généralisation un peu confondante. Sur cette question, un auteur a préféré resserrer le champ de la réflexion sur l'aspect universitaire. En quoi est-ce que l'université peut jouer un rôle? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Quel est l'état des lieux de la question de l'emploi? Laurie Serge Etekielundu vient de commettre l'employabilité des diplômes de l'enseignement supérieur, l'urgence de convoquer des paradigmes nouveaux. Constat et réflexion. Voici ce que nous propose cet auteur que nous recevons tout de suite. Bienvenue dans Ponctuation. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène à réfléchir? Vous n'êtes pas le doyen, vous n'êtes pas recteur et autres. Vous êtes un chercheur certainement. C'est quoi? C'est le poids lourd des sans-emploi diplômés? C'est le poids lourd des sans-emploi, mais cela part d'abord des orientations stratégiques de la volonté du Cameroun de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Et en 2013, justement dans l'optique de chercher les sentiers d'une meilleure croissance, le chef de l'État s'est posé une question de savoir: sommes-nous sûrs d'avoir actionné tous les leviers qui sont à notre portée? Et nous sommes donc dans un contexte où le pays veut se développer et ce pays compte énormément sur la jeunesse. Malheureusement, ces jeunes qui sont censés porter le développement sont au chômage. C'est un énorme manque à gagner pour l'État, mais c'est aussi une menace à la stabilité et à la paix sociale. Parce que, figurez-vous, un jeune qui a fait de grandes études, titulaire d'une licence, d'un master et parfois d'un doctorat, qui se retrouve en train de conduire une moto, qui se retrouve en train de conduire une moto, un taxi, ça fait mal. Ça fait mal pour la société, ça fait mal pour le jeune lui-même, ça fait mal pour le parent qui a consenti d'énormes sacrifices pour que l'enfant arrive là. Alors pourquoi vous resserrez la réflexion sur l'université? Parce qu'il n'y a pas que l'université, hein, il y a des écoles il y a des gens sortis des écoles techniques aussi, mais vous avez préféré mettre l'université. Pourquoi? Parce que c'est, on va dire quoi, la structure, la matrice qui forme des têtes bien pleines et bien faites. Voilà, c'est l'une des raisons, mais c'est beaucoup plus parce que ce sont les produits de l'université qui ont des capacités à créer plus de valeur ajoutée. Okay. Dont la productivité du travail peut facilement impacter le développement. C'est l'une des raisons. Et aussi, figurez-vous, c'est au niveau de l'enseignement supérieur que se trouve le taux de chômage et de sous-emploi le plus élevé. Alors, justement, quand on lit les pages liminaires, vous brossez, vous faites un état des lieux qui montre à la fois le problème, mais aussi les réformes qui ont été engagées par l'État du Cameroun et même la bonne volonté de l'État à travers un certain nombre de choses. Et vous constatez quand même que malgré tout cela, il y a un fort taux de chômage. Est-ce que ce n'est pas le cheminement normal? Est-ce qu'on n'est pas encore dans les tuyaux? Parce que l'État a posé des bases, ce n'est pas encore l'heure des fruits, non? Dans l'ouvrage, nous essayons de montrer toute la bonne volonté de l'État, c'est-à-dire à partir même de la création de l'université camerounaise dans les années 61-62. En plus, la réforme de 1993 qui permet de déconjectionner l'université de Yaoundé 1 en créant 5 nouvelles universités. Et ensuite, à partir de 2007, la mise en œuvre du système LMD pour professionnaliser les enseignements afin d'améliorer l'employabilité des diplômés. Et maintenant, par rapport à l'employabilité des diplômés, justement,
l'État a fait d'énormes efforts. Il y a au moins une vingtaine, on peut dénommer une vingtaine de programmes qui ont été mis en place dans plusieurs administrations. Si on associe également aussi, n'est-ce pas, les programmes qui sont implémentés par les bailleurs de fonds, il y a une vingtaine de programmes avec à la clé plus d'une centaine de milliards qui ont été injectés pour la cause de l'employabilité des jeunes. Mais on se rend compte que le problème demeure avec peut-être une plus grande intensité, avec une plus grande ampleur, et ça devient véritablement un problème de société. Qu'est-ce qui coince? Ça coince parce qu'il y a cloisonnement. Voilà le mot. Il y a cloisonnement. Les gens ne veulent pas travailler ensemble. Les différents acteurs ne veulent pas travailler ensemble. Le problème, figurez-vous, le problème de l'emploi des jeunes est un problème qui fait intervenir plusieurs acteurs. C'est-à-dire l'État lui-même, au niveau des politiques, qui doit pouvoir mettre en place les organes de formation. Ici, on parle des universités et des instituts privés de recherche. Ensuite, le secteur privé. L'entrepreneuriat, les entrepreneurs. C'est les entreprises. Et dans une moindre mesure encore, on peut ajouter les organes de mise en relation qui sont chargés maintenant de faire de jeter les passerelles entre l'université et le monde des entreprises. Et pour le cas du Cameroun, en 1990, le chef de l'État a créé le Fonds national de l'emploi qui joue un peu ce rôle. Donc le problème, c'est que les acteurs ne veulent pas travailler ensemble. La professionnalisation des enseignements qui doit être la clé pour améliorer l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur. D'abord, est mise en place à l'université à géométrie variable. C'est chaque établissement, c'est chaque chef d'établissement qui met en place ou alors qui applique le système LMD tel qu'il le conçoit. Et le plus gros problème dans ça, c'est que les milieux socio-professionnels ne sont pas associés à la réflexion du début jusqu'à la fin. Parce que même au niveau des politiques qui sont implémentées ou alors qui sont élaborées au niveau du ministère, on demande que les professionnels soient associés du début jusqu'à la fin. Ou même en amont. En amont et en aval, puisqu'en aval, ce sont eux qui accueillent les étudiants et qui les insèrent sur le circuit politique. Mais pourtant, on a une expérience qui est, on va dire quoi, assez florissante. Le partenariat entre le JICAM et l'Université catholique. Ça date quand même. Hein. Il y a des expériences comme ça qui marchent un peu, surtout au niveau de certaines institutions privées. Mais au niveau des universités d'État, ça lambine un peu. Ça lambine un peu. Pas faute d'avoir, n'est-ce pas, de façon formelle, n'est-ce pas, arrêté des conventions de partenariat avec le secteur privé. D'ailleurs, en 2018, le ministère de l'Enseignement supérieur a eu à signer des conventions de partenariat avec le JICAM, le MECAM, le CAM, le Syndustricam, pour justement venir donner un coup de pouce à la formation et maintenant améliorer justement l'employabilité. Parce que après, il faut savoir que le milieu socio-professionnel, il agit à plusieurs niveaux. C'est-à-dire au niveau même de l'élaboration des curricula de formation. Il faudrait que ces curricula de formation obéissent aux besoins de ces milieux socio-professionnels. Au niveau même maintenant de la dispensation des enseignements, de la formation. Maintenant, au niveau même des stages pratiques en entreprise. Et ces stages-là constituent généralement un tremplin à l'emploi. Mais ça marchait à un moment, ça ne marche plus aujourd'hui. Ça marchait, ça il faut le dire clairement. Il faut le dire que ça marchait avec quand le Fonds national de l'emploi, il y a de cela peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années, le Fonds national de l'emploi avait encore tous ses moyens et n'était pas encore, submergé par le nombre élevé des diplômés. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on a certainement réduit ces marges de manœuvre. Mais nous pensons que la solution avait été trouvée. La solution avait été trouvée. Ou une certaine solution. Une certaine solution. C'était pas suffisant pour tout le marché de l'emploi. Je dis la solution parce que ça marchait. D'abord, d'ailleurs, dans notre ouvrage, nous essayons, autant que faire se peut, de demander
une réhabilitation formelle du Fonds national de l'emploi pour qu'il serve justement de tremplin, d'intermédiaire entre l'université et le monde des entreprises. Il y a quelque chose que j'ai perçu ici, je ne suis peut-être pas d'accord, hein, dans la préface et même dans votre introduction, vous semblez dire qu'on a assez mis l'accent sur la formation, on va dire, socio-humaine, au détriment des disciplines qui portent sur la technologie et sur des choses pragmatiques. On a fait moins pragmatique, on a fait davantage des choses aériennes. C'est une expression qui est d'ailleurs utilisée dans le texte. L'autre critique qui est faite, c'est on met l'accent trop sur la recherche fondamentale, alors qu'on a besoin de faire une recherche appliquée. Quand vous regardez dans les pays développés, la recherche fondamentale aide. On a vu comment on a rapidement fait les vaccins contre le Covid à partir de la recherche fondamentale, puisqu'elle ne sert pas à rien. Est-ce que ce n'est pas une question d'équilibre? Je vais répondre à ces deux questions. Pour la première, je dirais que c'est justement ça notre problème. C'est que nous avons un trop grand poids des filières humanistes et sociales par rapport aux filières technologiques et professionnelles. Et cela provient des ordres d'enseignement inférieurs, notamment le primaire et le secondaire. Voyez-vous, si vous regardez un peu les statistiques du baccalauréat, vous allez vous rendre compte qu'au moins 70 à 80% des diplômés du baccalauréat sont dans les filières littéraires, sciences sociales, qui ouvrent directement la voie aux facultés classiques. Et au chômage. Et au chômage, parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les aptitudes nécessaires pour pouvoir s'insérer facilement sur le circuit productif. Maintenant, l'enseignement supérieur a eu, ou alors a le devoir, a reçu mandat, l'instruction d'essayer d'inverser cette tendance-là. Parce qu'au départ, on était dans 80-20, c'est-à-dire 80% d'étudiants dans les filières sociales et humanistes et 20% dans les filières technologiques et professionnelles. Maintenant, avec la création des nouvelles universités, la création de nouveaux établissements, on est petit à petit en train d'inverser la tendance, mais le problème demeure. Est-ce que c'est aussi un problème du tissu industriel? J'en viens. Okay. J'en viens justement au niveau du tissu industriel pour dire en réalité qu'il y a également, c'est pour ça que je vous parlais au départ du cloisonnement. Le cloisonnement, les différents acteurs qui sont supposés travailler ensemble, c'est-à-dire l'université avec l'entreprise sous la houlette de l'État pour trouver des solutions. Maintenant, sur l'autre volet de la question de la recherche fondamentale. De la recherche fondamentale. C'est les meilleurs systèmes d'innovation, les meilleurs systèmes de recherche, ce sont les systèmes où la recherche publique est orientée vers l'université et où le système d'innovation est centré sur l'entreprise. Les systèmes de recherche dont la recherche publique est orientée vers les instituts et vers la recherche appliquée sont des systèmes assez lourds parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus. D'ailleurs, le Cameroun n'échappe pas à cela. La dernière fois, le chef de l'État, toujours dans sa vision, a dû, n'est-ce pas, revoir le statut des chercheurs. Il y a d'abord la question du statut des chercheurs. Les chercheurs de la recherche appliquée, c'est-à-dire des instituts et centres de recherche. Vous savez qu'au niveau de notre pays, nous avons deux ministères qui s'occupent de la recherche, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la recherche scientifique et l'innovation qui gère le volet de la recherche appliquée. Mais la recherche est souvent, on peut dire que quand on regarde les plateaux techniques, c'est la portion plus congrue, hein? Oui, il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens pour un pays. Est-ce que c'est un problème de moyens ou c'est un problème de priorité? Bon, vous savez que les priorités, on peut les classer par ordre de priorité encore. Ouais. Ouais, un peu. Mais sauf que, en réalité, on n'a pas véritablement compris dans notre pays que notre développement passe par le développement de la recherche et de l'innovation. Je vous prends un simple cas. Quand vous allez étudier regardez l'ensemble des pays qui sont développés, ils ont un dénominateur commun. C'est qu'ils ont développé la technologie, ils ont développé l'innovation.
Et de plus en plus. Et un autre problème que nous avons dans notre pays, c'est que notre modèle économique est dépassé, il est désuet. Actuellement, ce sont des pays qui mettent en place ce qu'on appelle l'économie de l'innovation. D'ailleurs, les pays scandinaves sont des exemples dans ce domaine. Et vous pouvez imaginer un peu, vous pouvez connaître un peu ce qui se passe dans ces pays. Ce sont des pays qui ont articulé la politique économique autour des politiques éducatives. Donc, mais une éducation qui n'est pas coupée de la société, des besoins de la société. Une éducation qui n'est au service que de la société, pour résoudre les problèmes de la société. Je vous prends un exemple. En Ouganda, j'ai appris ça d'un Camerounais qui venait de là-bas. On dispense la formation polytechnique dès la 6e. Enfin, pendant la 6e, la première année. Chez nous, c'est les très brillants qui réussissent le concours de l'école polytechnique. Est-ce que cette politique, enfin, cette démocratisation des savoirs polytechniques, des savoirs pointus de l'Ouganda n'est pas la voie à suivre? Est-ce qu'on ne devrait pas amener les enfants en bas âge à s'intéresser, à travailler le génie? Monsieur Pout, le Cameroun a beaucoup d'ingénieurs, a beaucoup de génie. Mais c'est une affaire de priorité. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est des priorités, c'est des choix qui sont faits au niveau des politiques économiques. La politique économique du Cameroun ne met pas l'accent sur la science, la technologie et l'innovation. S'il faut regarder au niveau du système éducatif, les programmes actuellement au niveau du primaire et au niveau du secondaire sont des programmes qui permettent justement de dénicher ou alors de détecter même déjà à temps des génies, des talents qui peuvent, n'est-ce pas, éclore et créer plus de valeur pour l'économie nationale. Mais sauf que sur le plan des politiques publiques, tout part des politiques publiques. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a d'abord en amont, c'est l'État qui élabore des politiques publiques. Et ces politiques publiques-là s'appliquent au niveau des universités, parce qu'il y a une vision. La vision 2035, la stratégie nationale de développement 2020-2030, et elle se décline maintenant dans chaque sous-secteur. Et maintenant, il y a donc l'entreprise qui, elle, qui a la clé. C'est l'entreprise qui a la clé en réalité de tout ça. Si l'entreprise est maltraitée, si l'entreprise est mal entourée, si l'entreprise est... Si l'incitation n'est pas bien faite au niveau de l'entreprise, si l'entreprise n'a même pas les outils, vous voyez-vous, quand vous regardez un peu les statistiques au niveau des entreprises camerounaises que nous avons eues à l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, vous allez vous rendre compte que au moins 85% de nos entreprises font pratiquement dans du Bayam Selam. En fait, c'est les TPE. Voilà, c'est du Bayam Selam. Toute petite entreprise. C'est celles entreprises qui ne créent pas la valeur, dont la productivité est suffisamment faible et qui ne peut pas véritablement créer. Parce que à ce sujet, vous pointez le mindset. Le mindset est un problème. C'est un problème parce que, figurez-vous, tout à l'heure, on disait que le gouvernement a fait d'énormes efforts pour financer, pour accompagner, pour résoudre la question de l'employabilité à travers les programmes d'appui et des aides et des financements. Mais beaucoup de ces jeunes n'ont pas pu réaliser leurs activités à cause de quoi? Du mindset. C'est-à-dire, quand vous voyez l'environnement camerounais, quand vous voyez les politiques, quand vous voyez les mesures, quand vous voyez les actions qui sont posées par le politique, par ceux qui dirigent, vous voyez, ça ne peut pas faciliter, ça ne peut pas inciter les jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Parce que dans notre environnement, ce n'est pas l'entrepreneur qui est le plus riche. Ce n'est pas celui qui a créé une entreprise qui est le plus riche. Qui est plus riche? C'est celui qui est entré à l'ENAM, qui est en matricule. 2 ans après, il a sorti un immeuble. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à écouter la jeunesse qui entreprend? La jeunesse qui a compris aujourd'hui les codes de l'économie mondiale? Oui. Il ne faut pas seulement les compter au bout des doigts, c'est-à-dire ces initiatives. Parce qu'en réalité, c'est vers là qu'il faut aller. L'économie numérique, la digitalisation. Ouais. Il faudrait que ce soit, je veux dire, des politiques
publique nationale pour détecter, pour inciter, pour susciter et pour accompagner ces jeunes. Il faut une massification. Voilà, une massification pour qu'on ait une masse critique d'entreprises, qu'on dirait des jeunes entreprises innovantes. Parce qu'en réalité, le problème de notre économie, c'est que notre économie n'innove pas. C'est une économie qui a une très faible productivité. Mais l'université a choisi de porter les habits du numérique. Pourquoi elle ne nous sort pas le numéro de la productivité? Ça, c'est la question centrale. Pourquoi la mayonnaise ne prend pas? La mayonnaise ne prend pas parce qu'il y a le politique. Vous dites que l'université, ça dit, c'est vêtu de... Oui, des habits du digital. Des habits du numérique. Ouais. Avec la construction de 10 centres de développement du numérique universitaire dans les universités. Ouais. Et avec une bande passante pour l'accès Internet aux étudiants des universités d'État et des IPES. Il y a également le don de 500 000 ordinateurs aux étudiants. Justement, tout ça participe à améliorer justement l'accès, l'utilisation du numérique pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et de plus en plus, dans les établissements, il y a des cours, on insiste pour que les étudiants et les enseignants puissent numériser les enseignements de façon à ce que l'enseignement à distance, on n'a plus besoin véritablement d'être dans une salle de cours. À distance, l'enseignant peut dispenser son cours et les étudiants sont formés. Alors, je connais un Camerounais qui est en France, dans la banlieue parisienne, et qui a recruté beaucoup de gens, d'ingénieurs, ici. Ce qu'il payait en Europe, c'est il paye 500 000 les salaires, enfin le business qu'il paye ici, alors que c'était 5 millions là-bas. Est-ce qu'on ne gagnerait pas aussi à mettre en place, à multiplier les incitations, les mesures incitatives envers la diaspora? Monsieur Pout, un État ne peut pas se développer sans sa diaspora. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se développer sans notre diaspora. Et le gouvernement camerounais l'a compris. Il y a eu en 2016-2017 tout un forum au Palais Congrès, le forum de la diaspora, où un certain nombre de recommandations avaient été faites. Bon, c'est vrai qu'il y a encore quelques couacs qui freinent véritablement l'élan des compatriotes qui vivent à l'étranger par rapport à leur implication dans le développement. Mais nous pensons véritablement, comme vous le dites, qu'il faut davantage inciter, il faut davantage permettre à cette diaspora-là qui allait voler l'outil de la domination, qui allait apprendre, qui allait mobiliser des ressources de l'autre côté pour les rapatrier et venir investir dans notre pays pour créer justement la croissance et créer les emplois. Arthur Zampé, son cardiopathe, mais on ne sent pas qu'il y a une diplomatie économique derrière. Quand on regarde l'expérience américaine, française, russe, chinoise, c'est le label qui se répand partout à des succursales. Il n'y a pas de succursale de cardiopathe. Est-ce qu'on ne pêche pas à ce niveau? Est-ce qu'on ne pêche pas en hésitant ou en refusant d'appuyer sur le levier de la diplomatie économique pour que les labels, les génies puissent se répandre dans le monde entier avec force entreprise, force initiative qui sont autant d'occasions de recruter? Monsieur, pour tout ce que vous êtes en train de dire là, rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est des politiques publiques. C'est des politiques publiques. Et ça, c'est la déclinaison de ces politiques publiques en action, en activité. Et ces politiques publiques doivent être des politiques publiques centrées autour de la science, la technologie et l'innovation. Donc c'est ça. Tant qu'on ne va véritablement pas... Parce que tout ce qu'on cite, on cite les initiatives éparses. Arthur Zan qui a fait ci. La Silicon Montée, ils se battent comme ils peuvent là-bas. Les jeunes à l'avenue Kennedy se battent également comme ils peuvent. Avec leurs outils, leurs smartphones. On voit, quand on fait un tour à Polytech, on voit des génies, on voit des projets, on voit des prototypes qui sont trouvés, qui sont mis en place par des jeunes étudiants. Mais est-ce que vous êtes à poser la question de savoir
tout ce que vous avez lu comme thèse, tout ce que vous avez lu comme mémoire de recherche, tout ce que vous voyez comme résultat de recherche, à quoi ça sert au pays? Comment on fait pour capitaliser, justement, pour capitaliser ça, pour que cela se transforme en point de croissance et en création d'emplois? Alors, Loris Serge Eteki Elundou, on va sortir de cette émission. Vous résumez ce que vous appelez les paradigmes nouveaux en combien de concepts? C'est quoi ces paradigmes nouveaux? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi votre proposition pour améliorer l'existant? En 2022, le chef de l'État a créé 3 nouvelles universités. Cela permet à chaque région de notre pays d'être dotée d'une université. Et lorsque vous prenez un organisme comme le Fonds national de l'emploi, vous allez vous rendre compte que dans chaque région de notre pays, nous avons une agence du Fonds national de l'emploi avec tous les services dédiés. Alors, au lieu de venir conjectionner, au lieu de venir faire suffoquer Yaoundé avec la demande en termes d'emploi, on doit pouvoir décentraliser cette demande-là. Parce que les universités qui sont les outils de formation et les outils d'aptitude, de capacitation des jeunes à l'emploi sont déjà au niveau régional. Le Fonds national de l'emploi. Et comment ça peut se passer par exemple? Quel que soit l'établissement technologique ou professionnel, un jeune étudiant, d'abord sur la question du stage, lorsque le moment des stages arrive, l'établissement fait la liste des étudiants qui sont admis à faire. Ouais. Sachant qu'au préalable, le Fonds national de l'emploi est partenaire et collabore avec les milieux socio-professionnels. Nous le savons. Moi, je suis passé au Fonds national de l'emploi avant d'entrer dans l'administration. Donc, l'étudiant arrive au Fonds national de l'emploi. S'il est un étudiant qui vient d'un établissement technologique et professionnel, on l'oriente au service dédié. S'il est un étudiant qui vient d'un établissement facultaire classique, on l'oriente au service dédié. Là-bas, c'est le Fonds national de l'emploi qui envoie l'enfant en stage, l'étudiant en stage. Et la même chose se passe lorsque l'étudiant a fini sa formation. Il finit sa formation, il vient au FNE. Le FNE, en fonction de ses capacités, en fonction de sa formation, l'oriente. Et s'il y a nécessité de le former à nouveau, de le capaciter à nouveau, cela est fait. Et il y a des jeunes aussi qui sont aptes à créer des entreprises. C'est-à-dire, tout cela passe par une sensibilisation, par une orientation, conseil qui doit être faite à la base au niveau de l'université. Ce qui permet maintenant aux étudiants, quand ils arrivent au FNE, certains sont orientés vers des structures qui les envoient en stage pré-emploi, d'autres sont orientés vers les structures qui les capacitent encore, d'autres sont envoyés encore vers les structures qui vont les accueillir en incubation pour que, après, ils puissent bénéficier d'un financement et créer une entreprise. En tout cas, il y a deux développements davantage croustillants dans cet ouvrage que vous avez fait publier aux éditions Arika, c'est ça, Arika. Voilà, bien sûr. L'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur, l'urgence de convoquer des paradigmes nouveaux. C'est le livre de Loris Serge Eteki Elundou, ouvrage préfacé par le docteur Daniel Ngwangele. Merci d'être venu nous donner les clés de compréhension, d'ouverture de la porte vers des emplois sûrs. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Ponctuation sur la CRTV. Bonne écoute et bonne lecture. À mardi prochain.